Deuxième partie de cette présentation, je vais illustrer ce que sont les conférences telles que je les ai comprises, telles que je les vis, je les expérimente, au travers de quelques illustrations fortes de temps que j'ai pu vivre au cours des conférences familiales que j'ai réalisées. Pour l'instant, je suis encore un débutant, hein, j'en ai complété quatre menées à terme, et puis jusqu'à présent, trois qui ont été interrompus. Le processus a été interrompu, je n'ai pas arrivé à les mettre en œuvre. Donc une série de récits courts sur ce vécu intense de coordinateur de conférences familiales. Première séquence, je vais illustrer la puissance de la présence des tout-petits lors des conférences familiales. J'avais appris ça lors de ma formation. Dès que c'est possible, faire participer les tout-petits enfants aux conférences familiales. Même si, bien entendu, 4 à 5 heures de conférence, ça peut être long pour eux, il va falloir les canaliser, leur permettre de sortir à certains moments, mais leur présence est importante. J'ai pu le vérifier lors d'une de mes toutes premières conférences. Cette conférence familiale, la personne centrale, c'est le petit Enzo, un petit garçon de 6 ans et demi à l'époque, qui est au cœur de conflits familiaux assez virulents, opposant son père, sa mère, sa grand-mère paternelle. Et donc les discussions sont assez houleuses pendant la préparation sur qui va participer, et notamment les discussions difficiles avec le père, et au cours desquelles je lui demande si il veut bien convier son plus jeune fils, le petit Maxime, qui a 2 ans et demi. Donc lui me dit qu'il ne voit pas du tout l'utilité de la présence d'un si jeune enfant, il n'est pas d'accord. Alors bon, j'insiste, fort animé par ce principe que j'avais appris lors de ma formation, présenter tout petit, ça serait bien quand même. Et donc là, il commence à monter dans les tours. Ah ben alors vous me dites que c'est moi qui décide, et puis alors là je vous dis que je veux pas qu'il vienne, et vous insistez quand même. Alors, je recule, je dis bah non, monsieur, d'accord, c'est vous qui décidez. Résultat, le jour de la conférence, comme bien entendu, il vient avec ses 2 fils, y compris le petit Maxime de 2 ans et demi. Alors effectivement, Maxime court partout pendant la conférence, mais à plusieurs moments, il va se montrer essentiel lors de la conférence. Notamment parce que le père va un peu me balader par rapport à ma demande, qui est que le petit Enzo, la personne centrale de la conférence, elle est une personne de soutien. Donc, la famille repère son oncle paternel, le père va pas être favorable. Il va me dire oui, non, puis finalement proposer 3 jours avant la conférence un de ses collègues, dont j'ai jamais entendu parler, et finalement il va venir sans le collègue. Et donc, je vais mettre en place une chaise vide pendant la conférence, dire voilà, puisque la personne de soutien n'est pas là pour Enzo, et voilà, j'installe une chaise à côté de l'enfant, j'y mets un petit peu d'emphase, je dis voilà, ça sera le rôle de tous d'imaginer qu'il y a là une personne de soutien, et de faire en sorte de pas malmener Enzo, parce qu'il y a son gardien qui est là. Et puis la conférence commence, et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe tout naturellement? C'est que le petit Maxime, qui est en train de cavaler à droite et à gauche, tout naturellement, il va venir s'asseoir sur la chaise vide, il va se mettre à jouer avec son frère, et il va vraiment jouer le rôle d'une personne de soutien extrêmement efficace, parce que ça va être marquant, l'effet de détente, de réassurance sur Enzo, que son petit frère vienne jouer avec lui. Ensuite, le tout jeune enfant va confirmer le côté marquant de sa présence, puisque à la fin de la conférence, il y a le moment où, quand le plan d'action il est rédigé au paperboard, le coordinateur demande à chaque participant de venir signer. Chacun vient tour à tour signer sur le paperboard. Et donc, en tant que coordinateur, je vais signer à la fin, et à ce moment-là, je vois le petit Maxime
qui courait partout, là, qui arrive devant moi, il courait avec un feutre à la main, il me regarde et je comprends qu'en fait, il vient pour signer, quoi. Donc, je vais m'accroupir, je vais prendre sa menotte, et puis je vais tracer la première lettre de son nom, et il va signer à la conférence. Ça va être très remarqué et très marquant pour tous les participants. Engagement est pris en présence de ce jeune enfant qui s'est lui-même engagé. Alors, thème suivant, j'ai été amené à expérimenter le mépris d'une éducatrice pour un bénévole. Le bénévole, c'est moi. Alors, je n'avais pas l'habitude, moi j'ai été plutôt éducateur pendant 30 ans et je suis bénévole depuis quelques années. Et je me rendais pas compte que les bénévoles pouvaient être l'objet de mépris de la part de certains éducateurs. Ça se passe comme ça. Dans la préparation d'une conférence, j'invite une éducatrice qui effectue un suivi envers une dame antillaise qui est en situation difficile, pour laquelle une conférence est mise en œuvre et qui est tout à fait partant pour cette conférence. Et d'ailleurs, je vais l'appeler Marion. Marion va réaliser une excellente conférence familiale. Et donc, bon, elle est en logement, hébergée dans un logement social, avec un suivi de la part de cette éducatrice. Donc, bon, Marion va me dire qu'elle lui en a parlé, mais que bon, l'éducatrice voit pas l'intérêt. Donc, je dis, si vous voulez, je l'appelle. Donc, oui, d'accord, Marion va être d'accord. Donc, de la part de Marion, avec l'accord, l'autorisation de Marion, bien sûr, je vais appeler l'éducatrice. Et là, je vais me heurter à quelqu'un qui va me parler avec un ton docte, hautain. Enfin, je suis interpellé. Et elle va se mettre à aligner des phrases sans m'écouter, même pas écouter ce que je lui dis. Et en 40 ans de métier, j'ai jamais entendu proférer autant d'ineptie, d'imbécilité à ce niveau de pureté, oserais-je dire, en si peu de temps. Jamais vécu ça. Une contre-performance épouvantable. Alors, très franchement, elle me met KO. Je ne sais plus quoi dire. Je lui dis surtout pas que j'ai été éducateur pendant 30 ans. J'ai l'impression d'un tireur qui décharge son chargeur d'armes automatiques et puis qui après prend un autre chargeur pour le décharger sur moi. Je finis par me taire. Au bout d'un moment, j'ai le réflexe, presque un réflexe de survie. Je me dis, je vais noter ce qu'elle dit, quoi. Donc, je note comme ça ces 13 dernières perles. Et aujourd'hui, je regrette presque de ne pas avoir commencé à noter plus tôt. Alors, je vous retransmets, je les ai écrits. Alors voilà, donc je suis éducatrice spécialisée, c'est mon travail. Je suis tenue au secret professionnel. C'est pas du tout ma place de venir à la conférence. J'ai un devoir de réserve. Parlant de Marion, elle court partout, ça va les disperser encore plus. C'est quelqu'un qui ne sait pas dire non. Elle est larguée, elle arrive 2 heures en retard au rendez-vous. Je ne travaille pas avec des non-professionnels. Nous, c'est des choses qu'on travaille, les questions avec les enfants. Je suis pour que chacun fasse ce qu'il doit, il y a des professionnels pour ça. Moi, c'est le travail que je fais. Les choses ne sont pas si simples, ce n'est pas linéaire. Nous, on ne peut pas rentrer dans ce genre de travail. Donc, elle a effectivement dit à Marion qu'elle refusait de venir à ce qu'elle va appeler un cercle familial. Voilà, bon, la conversation se termine là-dessus, quoi. C'est une vraie caricature. Une sorte de pot pourri des oppositions classiques des professionnels aux conférences familiales, opposition classique de tous ceux qui n'ont finalement pas la moindre idée de ce que c'est, et qui ne veulent pas entendre parler davantage, des fois que ça vienne bousculer, je dirais, l'abri précaire de leur certitude. Alors ok, je suis un peu remonté, je tente d'en plaisanter, mais c'est pas du tout drôle, parce que ça freine quand même dur en France sur les conférences, et c'est vraiment dommage et dommageable.
Témoignage suivant, sujet plus léger, on est sur un sujet culinaire. C'est l'histoire des plats chauds. Bon, je vous ai parlé du temps convivial, hein, qui vient clôturer la conférence familiale, où les personnes concernées, les familles, préparent de la nourriture. Quand la mère est présente, elle va préparer la nourriture. J'ai souligné l'importance du temps convivial, et lorsque la mère de famille est là, elle va mettre son point d'honneur à se surpasser pour les convives, hein, de la conférence, pour les invités, leur faire une bonne cuisine. Et donc, elle va être tentée de faire un plat chaud. Et le problème, c'est que ça va la rendre très indisponible pour les enjeux de la conférence. En fait, l'enjeu culinaire va prendre le pas sur l'enjeu de la discussion du problème pour lequel on est là. Et ça, moi, je vais me le prendre en pleine face lors d'une conférence où, en fait, la mère est tellement préoccupée par sa cuisine que, vous vous souvenez, la conférence, il y a 3 temps. Il y a le partage d'informations, le temps privé, temps familial privé, et puis la discussion du plan d'action. Et bien, à la fin du partage d'informations, le premier temps, elle va me demander une petite voix, est-ce qu'on pourrait faire le repas maintenant? C'est-à-dire avant le temps de délibération privée et la discussion du plan d'action. Imaginez-moi en tant que coordinateur débutant, je me dis, elle est en train de me ficher en l'air tout le processus. En fait, mais c'est ça qu'on fait, c'est pas la mienne. Et pour elle, quel sens ça aurait d'insister, de dire, ben non, ça se passe pas comme ça, c'est pas la règle du jeu, il faut d'abord finir la conférence avant de manger. De toute façon, elle serait plus là, quoi. Donc j'en pense à mon principe que j'ai appris pendant la formation, Ask the Family. Bah oui, bah là, j'ai pas besoin de Ask the Family, parce que c'est elle qui me le dit. Et si elle me le dit, bon, je vais quand même demander au groupe, Ask the Group. Je vais demander, bon, comment on peut faire alors? Parce que là, il y a une demande importante, faut qu'on suive cette demande. Comment on fait? Et là, le groupe va être extraordinaire. Tout le monde va prendre l'engagement de contrôler le temps du repas. On va manger, je sais plus, 40 minutes. Et après, on contrôlera le temps du temps de délibération privée, la famille, et le temps du partage d'informations. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout va se faire comme on l'avait décidé. Ouais, comme ça a été décidé. En fait, je vais renouveler cette expérience-là, vous voyez la différence entre la rigidité et la rigueur. Il faut être rigoureux, donc souple. Donc s'adapter aussi à ce qui survient lors de la conférence. C'est pas forcément facile. En tout cas, moi j'ai pris une décision. Dans la mise en place du cadre, c'est que dans mes futures conférences, lorsque je vais discuter avec les personnes concernées des victuailles qui seront mises en œuvre lors du temps convivial, je veux dire, s'il vous plaît, pas de plat chaud, pas de plat chaud, parce que je pense qu'avec tout ce qui est cuisine froide, ça se gère beaucoup plus facilement. Un autre constat étonnant généré par l'expérience, j'exprimerai ça avec une métaphore. Pas de coordinateur en habit de lumière. Qu'est-ce que j'entends par là? En quelque sorte, le moins tu brilles et le mieux c'est, hein, en tant que coordinateur. Parce que le moins tu brilles en tant que coordinateur, et le plus va briller la personne centrale, la personne concernée par la conférence, sa famille, les experts, les soutiens, mais pas toi coordinateur. Pas si facile que ça à accepter comme posture. Faut négocier avec son narcissisme. Hein. On fait souvent des métiers, du social, le métier de la relation d'aide, où on a envie de constater de façon marquante qu'on influe sur le devenir des gens. Et ben non, là, il y a plutôt une posture de retrait. En fait, faut garantir le cadre et laisser faire les habiletés des gens qui sont plus au courant de la situation que ne l'est le coordinateur. Ça finit par m'interroger vraiment, ce constat-là, parce que finalement, il est possible que le coordinateur, le rôle du coordinateur, c'est cette fonction particulière, c'est peut-être pas une activité de dominateur alpha, vous savez, une personnalité alpha qui domine, qui décide, qui sont les leaders, plus ou moins charismatiques, tout le monde suit derrière et discute pas trop. Ça conviendrait pas au coordinateur.
y aurait plutôt lieu d'avoir des personnalités plus secondarisées, peut-être, hein, plutôt éminence grise que chef de guerre, en quelque sorte. Hein. Donc c'est une curieuse idée à développer. Bon, une hypothèse, hein, je n'en tire pas de théorie, plutôt une interrogation, un constat assez marrant à faire.